Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Tribune de presse reçoit pour la première fois DG Moussangana qui est avec nous. On va discuter sur un thème, non seulement parce qu'il est écrivain, il a écrit sur parmi les, je veux dire, parmi les aînés dans la profession du journalisme, mais ils ont écrit, et lui a écrit sur les élections. Donc, il comprend mieux cette histoire de la vérité des urnes. On en parlera, c'est vrai. Cette histoire des élections anticipées. On va discuter un peu avec lui sur ces questions-là avant que je le reçoive seul pour une discussion beaucoup plus scientifique sur la question. Il rencontre aujourd'hui pour la deuxième fois, je crois pour la troisième fois même, Maître Eddy Kantabilinga, avocat au barreau métropolitain de Kinshasa, Gombe. Comment allez-vous, Maître Eddy? Non, ça va très bien. Alors, vous rencontrez le DG Moussangana, on vous appelle toujours DG. Je voulais juste rectifier, ancien DG. Ancien DG. Parce que je ne le suis plus. Alors, okay. Vous avez écrit un merveilleux livre sur les élections et puis documenté. Alors, moi, je voudrais qu'on arrête ce débat. Dites-nous, est-ce qu'il y a eu au Congo élection ou il y a eu hold-up électoral? Écoutez, il y a beaucoup à dire sur cette question. Je ne voudrais pas, parce que mon livre n'est pas encore sorti, il est déjà vraiment en finale, comme disent les aviateurs. Donc il est déjà en finale. Je voudrais que vous me reposiez cette question-là quand le livre sera sorti. Parce que je ne voudrais pas vider la substance de mon livre aujourd'hui. Mais il faut dire qu'en matière électorale, il y a beaucoup de choses à dire dans le pays. Parce qu'il y a beaucoup de confusion, ça il faut le dire. Parfois on confond le foule avec l'électorat, et il y a beaucoup de choses. Et même alors, il se fait que aussi, les acteurs politiques parfois ne maîtrisent même pas certains outils juridiques et consorts, et cela amène à beaucoup plus de confusion par la suite. Est-ce que vous avez pris en compte tous les cycles électoraux qu'on a eu dans ce pays? Donc je me suis limité juste au présidentiel. Donc j'analyse le présidentiel 2006, la présidentielle 2006, la présidentielle 2011 et la présidentielle 2018. Est-ce que dans le livre, vous donnez aussi les résultats? Si. En lisant les livres, on saura qui est le vainqueur de 2006, 2011. Parce que dans mon livre, j'essaie de faire une corrélation entre les trois processus. Donc, vous savez, nos élections ne sont pas comme les élections en Occident, où c'est un marché donc entre l'offre et la demande. L'offre qui est quoi? Qui est les propositions des politiques, et la demande qui doit être comprise en termes d'aspiration ou du peuple. Et comme ça. Mais nos élections ont une composante ethno-tribale très prononcée, il faut le dire. Ce qui fait que si vous lisez nos élections sous le prisme occidental, vous vous perdez quelque peu. Parce que l'élection est faite sur base des affinités, des solidarités tribales et comme ça. Et vous comprendrez même dans l'élection 2018 qu'il y a eu qu'après Genève, quand Tshisekedi et Kamere se sont désolidarisés des Bemba, Fayoulou, Mouzito, Boussa et consorts, quand l'ancien Premier ministre Fayoulou est passé sur les antennes de TV5, c'est qu'il a avancé. En premier lieu, c'était quoi? Tshisekedi est parti, oui, il n'a la main que sur les Kasaï, mais nous, mis ensemble, nous avons la main sur les autres provinces. Donc vous voyez que les élections en République démocratique du Congo ne sont pas vues en termes de projets de société, attendant les livres, en termes de programmes. Oui. Et voilà, c'est ça le problème. Mais maintenant, quand il faut entrer maintenant dans les méandres ethnique et tribal, c'est très compliqué. Je crois qu'on y reviendra. Mais la toute dernière question avant de passer la parole à Maître Eddy, est-ce que Félix Tshisekedi avait véritablement gagné ces élections? Je crois qu'il ne faut pas être très pressé. Vous lirez ça dans le journal, dans le livre. Mais il faut dire que il faut condamner le fait que la CENI n'a pas publié, bureau par bureau, il n'a pas donné les résultats détaillés, il a juste donné le résultat de manière globale. Ben, il faut dire que ces résultats existent, et les gens qui connaissent les labyrinthes de la CENI s'en sont procurés, peut-être comme moi. Mais ce qui me donne un peu de crédit par rapport aux résultats de Nanga,
même si il faut dire que les élections ne sont pas déroulées de la manière qu'on aurait voulu. Mais vous allez voir qu'il y a une corrélation surtout sur le plan géopolitique, entre les résultats de 2006, 2011 et 2018. Donc, et il n'y a pas de débat. je suis la personne. En 2006, j'étais conseiller en communication de Jean-Pierre Bemba, donc pendant la période électorale. Mais je dois vous dire que sur base de mes analyses, c'est Kabila qui a gagné les élections. Pourquoi? Parce que Kabila avait tout l'Est avec lui. Tout l'Est par les biais de leaders locaux et provinciaux à l'Est. Donc l'Est étant compris comme les trois Kivu, donc Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema, vous avez les Katanga, vous avez la province orientale. Quand vous voyez, en termes d'adhésion des leaders, en 2006, en 2011, ça a commencé à changer. Vous allez voir que tous les leaders swahiliphones de l'Est étaient derrière Kabila. Donc vous avez les Kaméré, vous avez les Mboussa, vous avez les Bahati, vous avez les Pierre Lumbi, les autres, vous avez les Katumbi, le Kyungu et consorts, tous étaient derrière Kabila. Ce qui fait que le résultat de Kabila en 2006, ce qu'il récolte comme résultat à l'Est, ça fait 88% de ces résultats sur le plan global. Ça veut dire que c'est l'Est qui avait donné vraiment Et en 2011 En 2011, Kabila a commencé à dégringoler à l'Est parce que il y a eu cette paix qui n'est pas venue entre-temps à l'Est et qu'on sort. Kabila a commencé, sa courbe capitale confiance a commencé à décliner. C'est ainsi que, par exemple, Kabila qui avait 93% de suffrages au Nord Kivu en 2006 s'est retrouvé avec 38%. En 2011, bien que la CENI soit sous sa coupe et consort, Kaméré 23%, Tshisekedi perd 21%. Au Sud Kivu, Kabila qui avait 97% au deuxième tour, en 2006 s'est retrouvé avec 44%, Kaméré 41% et Tshisekedi perd 9%. Et c'est en 2011, c'est les Katanga, le Bandundu et la province orientale qui font gagner Kabila parce qu'il a été tiré vers les bas par Vital Kaméré dans les deux Kivu. Donc voilà, ce sont des réalités que beaucoup de Congolais ne comprennent pas. Je crois qu'on en discutera dans une émission assez élaborée. Je crois que je reviendrai là-dessus. Alors je promets qu'on va faire Dites-moi tout avec le DG Moussangana pour essayer un peu de voir, brosser la question. Maître Eddy, est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre un problème électoral finalement, une crise cynique, en même temps cyclique sur les élections? 2006, il y a eu un problème. 2011, il y a eu un problème. 2018, il y a eu un problème. Tous les perdants pensent avoir remporté les élections. Est-ce que c'est endémique maintenant, les problèmes électoraux, pardon? Monsieur Christian, merci de la question. Vous savez que la crise ne doit pas être crise si et seulement si elle est vue par les perdants qui a crise. La crise doit être vue dans son ensemble, sur tous les plans, de voir d'abord sur la structure elle-même, voir sur la conjoncture, et se rendre à l'évidence qu'il y a crise. Depuis les élections de décembre 2018, nous sommes en paix chez nous. Nous sommes totalement en paix chez nous. Comment ça en paix chez nous alors qu'il y a, jusqu'à la nuit d'hier, les gens sont morts? Nous sommes en paix par rapport à la revendication dont tu parles de la crise, parce que elle n'est là que dans la bouche de Mouzito et de Fayoul. Tout autre leader de la Mouka ne voit nullement la crise au Congo après les élections. Si, Lissanga Bonganga dit, il ne faut pas citer, quand on parle des affaires de l'État, des Imoro, de la trempe de Lissanga. Lissanga, ce n'est pas un homme d'État. Il ne faut même pas le citer ici. Il faut nous épargner. Parlons sérieux des affaires de l'État. Je disais, pour aborder la question, qu'on n'a pas vu la crise chez nous depuis les élections de 2018. Différemment avec les élections de 2006 et de 2012. Il y avait la crise, les balles ont crypté dans la ville ici, hein, et il y a eu des mordants lorsqu'on a publié les résultats. Mais 2018,
tu ne me citeras pas qu'il y a eu un endroit où les gens ont contesté l'élection du président de la République. Si ce n'est que la crise qui est dans la bouche des foyers. Mais la diaspora semble ne pas être d'accord avec la question parce qu'on estime qu'il y a un problème Quelle de diaspora? légitimité. Quelle diaspora? La diaspora, vous le savez. Non, il y a ceci, monsieur Christian. C'est ces gens-là de diaspora qui les a exclus du processus électoral. Ils n'ont pas droit de parole. Ils parlent de quoi? Mais il parle de ce qui s'est passé. Vous pouvez me prendre diaspora, mais c'était un homme comme Bokesh. Diaspora. Non, mais pourquoi vous faites le fixisme sur lui? Non. Il ne représente pas le diaspora. C'est les porte étendards Oui. de Fayoulo en Europe qui parlent qu'il y a crise. Tous ceux qui étaient exilés, pourquoi ils sont rentrés au pays? Tous ceux qui ne pouvaient pas franchir nos frontières ici, sous Kabyle, ils sont rentrés au pays en paix. L'homme de Filimbi, Katumbi lui-même, Escadela, ils sont rentrés au pays. Alors, mais déjà, est-ce que vous pensez qu'il y a crise aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler d'une crise profonde et que Martin Fayulu appelle qui conduit l'État en faillite? Donc je crois que, est-ce que peut-on parler des opinions, transformer les opinions des gens en crise? C'est ça aussi le problème. Parce qu'il faut dire ceci. Comparativement à Tshisekedi père, qui a contesté les élections en 2011, il a refusé d'aller à la Cour suprême de justice à l'époque, connaissant la réputation de cette Cour. Il dit, ok, moi je sais que je gagnais les élections, je ne peux pas aller à cette Cour-là. Et Caméré qui est allé à cette Cour-là, ses avocats se sont même retirés avant qu'on clôture ce procès-là. Donc, aujourd'hui, la Cour constitutionnelle aussi, je ne crois pas qu'elle a une réputation de loin meilleure que la Cour suprême de justice. Donc, en acceptant d'aller à la Cour constitutionnelle, parce qu'on a contesté les résultats, ça veut dire qu'on a confiance dans cette Cour. Donc on ne peut pas, tout en réclamant l'arbitrage de cette Cour, dont on connaît préalablement la réputation, et puis se dire par après que non, nous n'acceptons pas ce qui vient de cette Cour. Là, il faut dire que c'est une imprudence de la part de Fayulu. Parce que il voulait garder son côté républicain. Non, mais aller en justice. Oui, mais le côté républicain, c'est aussi s'incliner devant le verdict, la décision mais de cette Cour-là. C'est faux déjà. Mais comment vous allez dire que... Mais écoutez, c'est ça tout le problème. Parce que quand vous allez devant la justice, ça veut dire que entre vous, vous ne savez pas trouver une solution. Il y a quand même quelqu'un, quelque part, qui peut connaître de la situation de chacun et puis qui peut trancher. La Cour a tranché. Est-ce que c'est bien ce que la Cour a fait? C'est mauvais ce que la Cour a fait? Je sais qu'il y a même un magistrat de la Cour, en la personne de Wassenda, je crois, qui a fait même son opinion, sa tribune, comme je crois que c'est ça le terme consacré. Oui. Après avec le verdict, c'est ce qui est permis. Alors, mais est-ce que si on veut regarder dans le fond, je vous pose la même question, si on regarde dans le fond, est-ce que quand on parle de la crise, est-ce que ce n'est pas un problème du FCC quand le président nomme des ordonnances, pardon, comment ils appellent encore, de mandataires, et qu'on bloque les ordonnances, quand le FCC demande ceci, l'autre demande cela, est-ce que ce n'est pas la configuration qui prête à non, Bossembe, il faut essayer de voir les choses autrement. Ici, nous sommes dans un contexte qu'on n'a jamais vécu. Nous avons vécu toute la Deuxième République d'Iran, et même les premières années, les années Kabila père, et même les 18 ans de Kabila fils, dans un système où la majorité présidentielle, du moins les forces qui soutiennent le président de la République,
coïncident, il y a coïncidence, donc il y a ces majorités, la majorité parlementaire et la majorité présidentielle coïncident. Ce qui fait que c'est le président qui a beaucoup plus de vent en poupe. Mais aujourd'hui, avec notre régime politique, nous sommes aujourd'hui dans une situation où vous avez un président qui appartient à une autre majorité et vous avez le gouvernement qui vient d'une autre majorité. Et il faut faire très attention. Vous avez Joseph Kabila qui a fait 18 ans au pouvoir, n'a pas fait 5 ans au pouvoir, a fait 18 ans au pouvoir, c'est-à-dire qu'il a eu le temps de clientéliser l'armée, la police, les services de sécurité, l'administration publique, donc toutes les institutions du pays. Les gens lui doivent allégeance et qu'aujourd'hui, il est difficile d'essayer de partir de ces attitudes, surtout qu'ils ont une majorité. Alors, je reprends la parole, je vous donne la parole, Eddy. Maître Eddy, il y a un problème. Est-ce qu'il n'y a pas une confiscation du pouvoir par le FCC et les CACH? Tenez, la proposition, le propos de Martin Fayulu. Félix Tshisekedi nomme Kabila. Kabila nomme Félix Tshisekedi. Il lui donne la gestion, mais il ne lui donne pas l'essentiel du pouvoir. Parce qu'il lui garde les assemblées provinciales, donc la territoriale, il garde le gouverneur de province, il garde la majorité au niveau du Parlement, et même au niveau du gouvernement, de l'exécutif, il a le ministère de Défense, il a le ministère de Justice, les Finances. Est-ce que vous ne voyez pas là une confiscation tout simplement? Martin Fayulu n'a-t-il pas raison? Monsieur Christian, vous savez que si nous étions dans un état plus sérieux, Martin Fayulu, sa place, c'est la prison. Vous êtes radical. Non, je dis, dans un état sérieux, Fayulu, sa place, c'est la prison. Pourquoi? Dans un état dictatorial, vous voulez dire? Non, état sérieux. Pourquoi? L'article 133 du Code pénal érige en rébellion le non-respect des décisions judiciaires. Lorsque quelqu'un, comme l'a dit le DG, tu te présentes devant la justice, tu contestes l'élection du président de la République, tu présentes tes moyens de défense, avec avocat. Donc, les gens outillés, les gens initiés à la pratique, ils te conseillent de suivre cette procédure-là. La cour tranche que tu n'as pas gagné en républicain, comme il est parti contester, il devait accepter cette vérité judiciaire, à tous les moins. Mais quand on commence à revendiquer la vérité des urnes, au-delà de ce qu'a dit le juge, cette attitude, cette attitude est qualifiée de rébellion en droit pénal. Donc, c'est un hors-la-loi. Sa place, ce n'est pas la cité, c'est la prison. Alors, si on évolue, vous allez vous rendre compte que ce qu'il dit, quand même... Non, écoutez, j'en viens. Okay. Il ne faut pas que les gens restent nostalgiques sur ce qui se passe. L'affaire de l'arrêt Kazembe, est-ce qu'il y avait crise? La Cour a réhabilité Kazembe. Kabila au pouvoir. Kazembe n'est jamais rentré gouverneur. Il y avait crise, il y avait confiscation de pouvoir. Kabila a nommé un ministre fantôme qu'on n'a jamais connu, Kassongo. Il y avait crise. Kabila a nommé, il y avait conflit entre Mouilania et Bahati sur la nomination des mandataires. La loi dit qu'on doit nommer 7 mandataires. Kabila en a nommé 8. Bahati écrit à Mouilania: choisis-moi celui qui ne sera pas investi sur l'ordonnance du chef de l'État. Ça, c'est des incidents inhérents à la vie de la nation. Le président de la République nomme les mandataires. Je t'ai dit la fois dernière que du moment qu'on a publié l'ordonnance au journal officiel, cette ordonnance n'a pas besoin, pour être en application, qu'on notifie à quelqu'un. Il est ou elle est opposable aujourd'hui à tous. Ce qu'on vous dit. Voilà. Et les actes que posent les actuels DG, c'est des actes contre nature, qui, une fois devant la justice, ils vont perdre.
Parce que ceux qui sont censés engager ces deux sociétés sont connus et l'ordonnance a été publiée au journal officiel. En cas de droit, maintenant, maintenant, pose un acte, cet acte est valable, est valable. Mais il peut mettre en conflit l'entreprise. Non, s'il pose les actes, ces actes sont valables pour engager la société. Oui. Aujourd'hui, ceux qui peuvent contester, c'est les syndicats de la société qui doivent refuser que le DG qui est là ne pose pas les actes. Alors parlons de l'essentiel du pouvoir qu'a Kabila aujourd'hui sur Félix. Non, Kabila n'a aucun pouvoir. Mais comment ça n'a pas aucun pouvoir? Il a un nombre important de ministères, de portefeuilles. Est-ce que Kabila dirige le conseil de la défense? Est-ce que Kabila dirige le conseil des ministres? Pourquoi les gens peuvent voir le mal que là que le chef est en train de bien faire les choses? Kabila, depuis que Félix est au pouvoir, a-t-il dirigé la réunion du conseil de la défense ou du gouvernement? Mais c'est lui qui dit que Kabila a tout. Je te dis, la diplomatie relève du chef de l'État. La défense, c'est lui le commandant suprême qui commande la défense. Ce n'est pas le ministre. On va révoquer les ambassadeurs, mais personne. J'attendais Kabila les réinstaller, mais malheureusement, il ne le fait pas. Ça reste dans les rêves des Fayoulou et des Moussif. Je voudrais ajouter quelque chose sur ce que Maître venait de dire. Parce qu'il faut distinguer le principe et la pratique. Je disais ici que le contexte dans lequel nous vivons n'est pas le même que le contexte que nous avons connu depuis tout ce temps. Ici, vous avez un président de la République qui a une majorité qui ne coïncide pas avec la majorité parlementaire. Vous savez, le FCC, en tant que détenteur de la majorité, avait des choix. Il pouvait opter pour la cohabitation, c'est-à-dire former un gouvernement sans les cash. C'est normal. Mais pourquoi le FCC lui-même n'a pas choisi la cohabitation? Il a choisi la coalition. C'est parce que le FCC savait qu'il devait être devant des problèmes. Et pour faire accepter d'abord son gouvernement, parce que Kabila ayant perdu le crédit auprès de la population, il fallait quand même que un peu de légitimité vienne de la part du cash par le président de la République. C'est ce qui fait qu'il y a une coalition aujourd'hui. Sinon, Kabila pouvait, avec ses siens, pouvait former le gouvernement sans en référer au cash. C'est légal, c'est normal. Donc, je peux vous dire qu'il y a aujourd'hui une confusion dans les chefs des gens. C'est-à-dire que les gens, nous avons vécu dans la dictature pendant les 32 ans de Mobutu, pendant les 22 ans des régimes Kabila père et Kabila fils, et les gens ont toujours ces réflexes-là dictatoriaux. Disons, qu'est-ce qu'on ne demande pas à Félix Tshisekedi de faire? Alors que la loi ne le permet pas. Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, qui vous disent que non, si c'était Fayoulou, il aurait arrêté Kabila. Comment aurait-il arrêté Kabila? Parce que est-ce que les gens connaissent la loi? Est-ce que les gens connaissent la loi sur les anciens présidents de la République qui demande que pour traduire en justice l'ancien président de la République, il faut des tiers du Parlement, du Congrès. Du Congrès. Donc, ça veut dire que ça aurait été Fayoulou. Ça n'aurait pas été facile de traduire Kabila en justice parce que Kabila a la majorité. Aujourd'hui, on est en train de vivre une situation aux États-Unis où la majorité démocrate traduit dans la chambre basse, procédure d'impeachment, traduit Trump en justice, mais Trump sera jugé par qui? Par le Sénat, qui est majoritairement républicain, et là-bas, on dit qu'on va balayer ça. Alors, donc c'est ça. Est-ce que les gens qui disent qu'il faut arrêter Kabila, est-ce qu'ils savent quelle est la procédure qu'il faut pour arrêter un ancien vrai ou faux, Kabila a été fini en 2018? Parce que la question est celle-là. Voilà ce que les gens disent. Je reviens à vous, DG. Je reviens à vous, DG. La question est ici celle-ci. Kabila Silaki déjà en 2018, Félix Tshisekedi Moutapessi et Babeki. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que c'était fini pour lui? Fini par rapport à quoi? Fini par rapport à quoi? Du moment où Kabila est considéré par les siens comme autorité morale.
c'est un acteur important du jeu politique. Qu'on ne vende pas aux Congolais les rêves inutiles. Du temps que la majorité au Parlement, dans les institutions, reconnaissent à cet individu-là un crédit, un pouvoir, une autorité sur ces groupes-là, est-il fini en quoi? Alors, qu'est-ce que Fayoulou aurait pu faire s'il était arrivé au pouvoir? Non, Fayoulou ne pouvait pas arriver au pouvoir. Comment ça, il ne pouvait pas arriver au pouvoir? Fayoulou n'avait pas été préparé pour aller aux élections. Mais il avait commencé la campagne pour dire il faut détruire les machines. Tu sais, ces propos, il n'a qu'à les assumer. Fayoulou ne pouvait pas arriver au pouvoir, il ne faut pas qu'on se les trompe. Fayoulou n'a jamais été candidat sérieux pour conquérir le pouvoir. Il n'a jamais été préparé pour arriver au pouvoir. Pourtant, il a été porté candidat commun. Non, pas par la fraude, par la tricherie. Pourquoi Fayoulou, quand on lui pose la question de l'affaire de Genève, il s'énerve? Pourquoi il s'énerve? On lui dit, mais dites-nous la vérité de Genève. Pourquoi il s'énerve? Est-ce que c'est un sujet dépassé peut-être? Non, mais les élections, c'est dépassé aussi. C'est dépassé. Félix et aux affaires, ils gèrent bien la République et le peuple est content. Nous sommes en paix chez nous et les institutions fonctionnent normalement. Alors, je voudrais ajouter quelque chose. Kabila, qu'est-ce que Fayoulou allait faire que Félix n'est pas en train de faire? Je voudrais dire ceci d'abord. Kabila est fini. Non, je crois qu'il ne faut pas qu'on rêve. Je disais ici, Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Kabila n'a pas fait 5 ans au pouvoir, ni 2 ans au pouvoir. Il a créé l'armée, il a créé le système. Il a clientélisé l'armée. Il a clientélisé la police. Il a clientélisé les services de sécurité. Il a clientélisé la justice, l'administration publique et toutes les autres institutions. Vous savez bien que pour être, par exemple, président d'une institution citoyenne, si tu ne fais pas allégeance à Kabila, tu ne passes pas. Ça, tu le sais. Donc, Kabila a tout mis sous sa botte. Il a créé son empire. Oui, tout sous sa botte. Alors, Kabila pouvait même disparaître 9 mois, il a fait plusieurs mois. Oui, physiquement. Oui. Mais la clientèle qu'il a laissée au travers des institutions et consorts pouvait avoir un temps. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, les choses sont peut-être en train de changer, peut-être un tout petit peu pas au rythme auquel les gens voudraient. Mais pas ça. Aujourd'hui, par exemple, j'ai appris il n'y a pas 2 jours qu'un certain général Louyeye, un général de la police, a été suspendu. Parce qu'il a tapé sur quelqu'un. Des choses qui ne pouvaient pas se faire sous Kabila. Sous Kabila. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Hier, par exemple, cette histoire, cette tuerie de Béni sur lesquelles nous devons condamner ça. Nous devons être solidaires de nos compatriotes de Béni. Mais il faut dire que ces tueries ne datent pas d'aujourd'hui. Ces tueries datent de Kabila. Ça fait 18 ans que Kabila est au pouvoir. Oui, mais aujourd'hui, non, je veux dire, il n'y avait jamais une offensive d'une certaine envergure telle qu'on est en train de constater aujourd'hui. Et la chaîne de commandement n'a jamais été changée. Aujourd'hui, elle a été changée. Oui, la chaîne de commandement est en train... Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Mais Fayoulou estime qu'il aurait pu faire mieux. Il dit que lui, s'il était au pouvoir... Non, il ne pouvait pas. Monsieur Christian Bossembe, Fayoulou ne pouvait pas arriver au pouvoir. Il y a certaines réalités qu'on ne connaît pas quand on est en dehors du pouvoir. Quand on est au pouvoir, il y a certaines réalités qui s'imposent. Aujourd'hui, Macron, un brillant et consort, il est confronté à certaines questions aujourd'hui. Donc, il y a certaines réalités que les gens qui ne sont pas au pouvoir ne connaissent pas. Comme le fait de sentir que Fachi, selon certaines personnes, Fachi est mou, il est assez lent, il est très non, fait pas beaucoup de pression. Non, je crois que il est sage. Sage dans quel sens? Parce que si vous allez, prenons le FCC, c'est comme, moi je le considère, comme un gamin qui a entre ses mains une bombe. Et si vous venez brutalement pour arracher cette bombe à cet enfant, il peut dégoupiller, c'est toi, c'est lui, et le monde et l'environnement qui en sont victimes. Je crois que pour arracher cette bombe à cet enfant, il faut peut-être un bonbon, un biscuit, pour essayer de l'amadouer. Afin qu'il donne la bombe. Donc, la même chose, au fur et à mesure que nous allons nous écarter du 30 décembre 2018,
le FCC va perdre de plus en plus de la vigueur. Est-ce que vous, Maître Eddy, quand vous regardez le jeu politique, Fayoulou pense qu'il va parler aussi à la nation, il va s'adresser lui aussi à la nation le 30 décembre. Qu'est-ce qu'il va dire à la nation? Il n'a pas à dire à la nation, il a à dire à ses militants. Pourquoi vous êtes si catégorique avec Non, mais c'est ça la vérité, il a à dire à ses militants. La nation, c'est lui qui a dit à la nation, c'est le chef de l'État. C'est ce que dit la Constitution. Et non un individu. Un individu n'a qu'à dire à ses militants. Comme Fayoulou. Olivier Kambuta, tu estimes que le discours du président était un discours fleuve, rempli des belles intentions, mais creux dans l'effectivité? Non, mon cher ami, il ne faut pas citer Olivier Kamitatou ici. Le président a fait l'état de la nation, il a projeté les actions à venir et puisque d'ailleurs la planification, mon cher ami Bossembe, on planifie à moyen terme, à court terme et à long terme. C'est ce que le président a fait. C'est un discours cohérent, stratégique pour le bien du Congo. Est-ce que dites-vous de Mozuto? Parce que Mozuto pense que les propos de 10 milliards du président sont des propos utopistes, irréalistes. On ne peut pas avoir 10 milliards. Il ne peut pas avoir 10 milliards dans une année. C'est pas possible. C'est un budget irréaliste. Mozuto, c'est le premier ministre médiocre que la République a connu. Kizenga, vieux, qui repose en paix, a pu donner aux étudiants la bourse. Mais Mouzito a coupé la bourse, il n'a pas su mobiliser les recettes qu'il fallait. Ce n'est pas un modèle. Les 10 milliards, le président l'a très bien dit. On dit partout que c'est utopique. Mais le Congo vaut plus que 10 milliards de dollars. Si nous voulons aller loin. Luzolo Bambi a dit que chaque année, nous brassons 15 milliards dans l'informel. Et pourquoi pas les mettre dans les circuits normaux? Qu'est-ce qui est impossible? Ils disent que c'est impossible, puisqu'ils ont eu, parce que quand ils étaient au pouvoir, à mettre en place un système mafieux de corruption. Comment quelqu'un qui se réveille un matin, il est Premier ministre, tout ce qu'il a à faire, c'est taper l'empire immobilier dans la ville. Il a eu l'argent où? Nous connaissons que Mouzito, il n'a rien à voir avec la République. Mouzito s'est battu sur TV5 ou France 24 pour chasser les investisseurs avec sa coalition. Nous ne sommes pas là-bas. Nous travaillons avec le chef de l'État pour réaliser plus que 10 milliards. Pourquoi? Je te dis. Oui, on va terminer parce qu'on va donner le les budgets là, c'est une projection qu'on peut réaliser, arriver en dépassement des assignations, ou on peut mobiliser avec déficit. Tu comprends? On peut réaliser plus que 10 milliards. Le président pourquoi? dit aussi, le président soit plus, soit au total. Soit on arrive à 100%, je vais te dire, on va dépasser. Pourquoi? Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, la douane au deuxième trimestre de 2019 a pu réaliser un dépassement des assignations 1,5 milliard de dollars. Ça veut dire, si nous gardons le cap avec la mobilisation comme projeté par le chef de l'État, on va arriver à 10 milliards et on va dépasser les 10 milliards. Ce n'est pas un rêve, c'est réalisable. Alors, DG, la même chose. Oui. Pour Mouzito, c'est utopique. D'abord, je veux prendre deux propos. Mouzito pense que la gratuité de l'enseignement est le fruit de l'ignorance de Félix Tshisekedi ou de l'ignorance ou de la blague. Il dit soit il blague, soit il est ignorant. Et puis il dit le 10 milliards de dollars de Félix Tshisekedi du budget, c'est utopique, totalement utopique. Ça ne va pas être réalisé parce que lui, il est le médecin des chiffres. Je reviens d'abord sur les discours à la nation. Vous savez, si Martin Fayoulou, que j'invite à une modestie, hein, écoute, ne sera pas le premier à tenir pareil discours. Tshisekedi père, qui était plus populaire que Martin Fayoulou, l'a fait à maintes reprises, mais qu'est-ce que ça a eu comme impact sur le fonctionnement du pays? Et en quoi le discours de Martin Fayoulou sera différent? Parce que Tshisekedi, qui pouvait se dire qu'il avait le soutien d'une grande majorité de cette population, ces discours n'ont pas eu effet sur les cours de l'État. Donc, c'est pas une innovation, c'est déjà vu. Parlant du budget,
J'ai suivi Martin Fayoulou sur RFI il y a 2 ou 3 jours, où il dit que non, le FMI et ceci, dit que c'est irréaliste, utopique. Écoute, les Congos peuvent produire plus, mais tout le monde dit, les Congolais disent que c'est irréaliste, donc c'est irréaliste. Mais je voudrais rappeler ceci, que pendant la campagne électorale, Tshisekedi aura été le candidat qui avait été modeste pour présenter le chiffre. Ouais. Il avait chiffré Oui, à milliards, 80 je crois, millions, à 80 milliards Pour 10 ans. pour 10 ans. Donc, Donc à raison de 8 milliards 8 milliards par an. par an. Martin Fayoulou, d'abord en tant qu'SID, il avait projeté 190 milliards quand vous divisez. Pour combien? Sur 5 ans. Sur 5 ans? Oui, 190 milliards. 190 Si vous divisez 190 milliards divisé par 2, ça fait combien? 40, à peu près 40 milliards l'an. Et Martin Fayoulou, sous la Mouka, parce qu'il faut rappeler que le programme économique ou le programme de Fayoulou a été rédigé de main de maître par Matungulu et Mouzito. Ils avaient prévu combien? 125 milliards de dollars sur 5 ans. Sur 5 ans. Quand vous divisez 125 milliards sur 5 ans, ça fait 25 milliards l'an. Alors, qu'est-ce qui est utopique? Qu'est-ce qui est irréaliste? C'est les 25 milliards ou c'est les 10 milliards? Alors, c'est là que je me pose une question. Il y a un problème dans les chefs de nos leaders politiques. Ils oublient très vite les choses qu'ils ont déclarées. Comment? Pas c'est irréaliste. Parce que le même FMI, la même Banque mondiale aurait dit à Fayoulou que c'est irréaliste. Mais où est-ce que lui aurait dû tuer les 25 milliards de dollars? Donc je vais terminer par ceci pour dire que il y a un problème. Parce que quand on parle de cohérence du discours, ce n'est pas seulement suivre ce qu'il dit et puis dire que son discours est cohérent, mais est-ce que dans la pensée, celle que je viens de vous le dire ici, vous sentez que dans les chefs de la classe politique congolaise, dans sa quasi-majorité, il y a de la pensée cohérente? Je dirais non. Donc il y a un problème, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir une classe politique qui peut nous sortir de la situation dans laquelle on est plongé. Alors la solution... Et puis, je crois qu'il serait aussi utopique de faire croire aux Congolais que dans ce pays, qui est détruit, les Belges ont mis 80 ans pour construire ce pays, nous, en moins de 60 ans d'indépendance, nous l'avons détruit complètement. Et vous pensez que dans une année, même dans 5 ans, on peut relever ce pays? Non. C'est de la démagogie, les gens qui pensent qu'ils peuvent sortir ce pays dans les bourbiers dans lesquels il est dans une année, dans 2 ans. Tout ce qu'on peut faire, je crois, il y a moyen de fermer, De trous, vous voulez? de boucher certains trous là où il et veut commencer à poser les jalons Alors, pour le futur demain. Martin Fayoulou et Mouzut, on va terminer par là pour parler de Katumbi maintenant. Prenons peut-être 5 ou 7 minutes pour en parler. Le plan de sortie de crise. Le plan de sortie de crise, c'est des réformes qui doivent être faites pour un bel avenir. Est-ce que vous, pour vous, le plan de sortie de crise est une solution ou vous pensez que c'est une utopie? Vaste blague. Vaste blague. Vous voyez noir partout, ce qui se Non, passe dans la Mouka. pas noir. Je te dis, la proposition de sortie de crise, c'est une vaste blague. Expliquez-vous. Je m'explique. La sortie de crise, elle ne peut pas naître lorsque un leader qui n'a pas l'opinion publique avec pour prétendre en proposer une quelconque solution. Nous avons le Parlement par lequel toute réforme peut passer. Nous avons un gouvernement. Maintenant, un individu, soit-il Fayoulou, il se lève un matin et dit non, j'ai une proposition de sortie de crise. Mais la crise doit avoir l'impact dans l'opinion pour que ces institutions en subissent les réajustements. Mais ici, il n'en est
il n'en est pas question. Mais cette proposition, on va la proposer c'est qui et où? Même les cadres. Un dialogue, on parle du dialogue. Avec qui? Avec Fayoulou, avec Mosito, avec Lamouka, avec Lissanga Bonganga, avec tous ces gens. Ils veulent d'un dialogue. Toi, tu vois Katumbi dans cette proposition. Katumbi dit qu'il va faire l'opposition exigeante, il n'est pas dans ça, il n'est pas dans la logique du dialogue. Tu vois Bemba dans ce dialogue. Non, mais Lamouka reste. Déjà, je te dis déjà, au sein de Lamouka, hein, il y a des opinions dissidentes. Et des grands leaders de Lamouka, c'est Katumbi, c'est Bemba. Tous les restes de petits poissons. Cette proposition ne peut pas passer d'abord au sein de la Mouka sans l'aval de Bemba, sans l'aval de Katumbi. Mais il ne semble pas contredire, il ne contredit pas. Mais quand l'enfant joue dans le sable, on fait quoi? On le laisse jouer. Fayoulou joue. Fayoulou est venu pour danser, il n'a qu'à danser. Les autres travaillent. Katumbi aujourd'hui crée son parti politique, il n'a pas intérêt à aller jouer avec Fayoulou. Fayoulou maintenant, c'est le temps où il a dansé, maintenant il peut chanter. C'est pas possible, vous êtes assez radical. Mais déjà, il y a un problème, il y a un souci quand même. Le plan de sortie des crises. Moussa Niamoussi a dit que oui, le plan était mieux. Moubaké a parlé d'une table ronde internationale. Mosito parle finalement d'un impératif de dialogue. Mais ils sont prêts à reconnaître Fachi comme président. Mais que Fachi reconnaisse quand même que les élections se sont très mal passées. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que vous ne voyez pas qu'on est en train d'aller dans une mauvaise direction finalement? Non, aller dans une mauvaise direction, je ne dirais pas tout à fait, non. Je dirais ceci, qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien faites. Ça, il faut être fou pour ne pas les reconnaître. Je crois que même Tshisekedi, dans son dernier discours sur l'état de la nation, il a dit qu'il y a des choses qui ont choqué la conscience. Ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien faites et qu'il faut essayer de parfaire les choses pour que demain ne souffre pas d'assez de contestations comme aujourd'hui. Mais là où les bas blessent un peu, c'est quand Martin sort une idée, il se dit que non, pour que cette idée-là s'applique, il faut que lui-même soit aux commandes de ça. Donc on doit mettre sur pied, je ne sais pas moi, quelle institution là, un conseil qu'il doit, lui, présider. Et puis, alors c'est ça. Donc Mosito et puis Matungulu. Oui, mais est-ce que ce n'est pas la récompense de la méritocratie? Non, mais il estime qu'il est le seul à comprendre mieux. Non, c'est là. Parce qu'il est le géniteur. Non, c'est là tout le problème. C'est là tout le problème. C'est-à-dire qu'il y a primat d'un individu sur le primat des idées. Parce qu'il doit lancer. Quand Tshisekedi père a lancé les idées de dialogue et consorts, il n'avait jamais déclaré que moi je vais en prendre la direction. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Donc, mais qu'est-ce que vous reprochez au plan? Parce que c'est là le fondamental. Non, c'est-à-dire il y a ceci. Il y a des choses qui ont été mal faites. Il faut que ces histoires-là, qu'on essaie de parfaire. Mais il y a des canaux indiqués pour cela. Des canaux, je dirais, républicains. C'est quoi? C'est notamment, comme venait de le dire Maître, le Parlement. Mais qui n'est pas légitime. Parce que pour Martin Fayoulou, ce que vous ne voulez pas comprendre, DG, pour Martin Fayoulou, il dit aucune institution n'est légitime. Mais est-ce qu'il n'a pas de gens là-bas au Parlement? Pourquoi n'a-t-il pas pris une décision comme l'avait prise en son temps Tshisekedi père, en disant vous sortez de cette institution? Et lui-même, quand Tshisekedi père, parce qu'il était disciple de Tshisekedi père, quand Tshisekedi père a pris cette décision, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que non, je suis allé voir ma base. Parce qu'il ne prenait aucune décision sans sa base. Il est allé voir sa base et sa base a dit que non, il faut aller au Parlement. Vous voyez un peu quel contour avait-il utilisé pour rester au Parlement. Aujourd'hui, ces institutions-là ne sont pas légitimes. Mais qu'est-ce qui fait que Fayoulou, y compris sa coalition, garde les gens dans cette institution illégitime? C'est ça tout le problème. Alors, donc là, c'est ça l'incohérence. C'est ça l'incohérence d'une démarche.
Parce que là, on ne se retrouve plus. Est-ce que, et peut-être qu'il ne veut pas donner un mot d'ordre pour qu'il ne soit pas appelé, respecté. Peut-être ça. Oui, mais alors là, il n'est pas leader. Parce qu'un leader, c'est qui? C'est quelqu'un qui s'est fait obéir, qui s'est fait respecter. Tshisekedi s'est fait respecter. Si il y a beaucoup de gens qui sont partis, ceux qui sont restés dans le Parlement ont été bannis du parti. Il y a des gens, je crois que la majorité était partie de ce Parlement. Alors, c'est là. Alors, je vais terminer par là. Pour dire que il y a des canaux pour pouvoir drainer certaines revendications. Et qu'aujourd'hui, parce que, c'est quoi, depuis 60, le politicien congolais, comme le disait Kabila Père, sont habitués au conciliabule. Quand vous suivez l'Isanga, c'est quoi? Non, écoutez, il faut qu'on se mette ensemble, qu'on dialogue. Ça veut dire quoi? Les gens se sont habitués avec le pouvoir gagné au bout des conciliabules. Et les gens ne savent pas s'en départir. Donc, or, aujourd'hui, il y a eu des élections, mauvaises ou pas bonnes, mais est-ce qu'il est possible qu'avec ce qu'il y a déjà, on peut conduire les choses de telle manière à les parfaire? Je crois qu'il y a moyen. Oh bien, alors on va terminer ce débat de la Mouka, IDPS, on va parler de Katumbi maintenant, mais avant de parler de Katumbi, encore une fois, la Mouka, Mozuto et Fayoulou estiment que les institutions sont totalement illégitimes et on ne peut pas discuter avec des institutions comme ça. Il faut plutôt une intervention étrangère, sinon une grandeur d'âme ici, pour qu'on essaie de discuter sur des questions de la crise du Congo, c'est-à-dire le plan de sortie de crise. Est-ce que vous pensez que le dialogue est-il important maintenant, opportun et important pour trouver des solutions au problème? Mon cher ami Christian Bossembe, je ne cesse de te le dire. Le dialogue dont parlent ces deux individus est inopportun pour le Congo. Ça ne servira à rien. Nous sommes dans la dynamique, dans la logique que mène le chef de l'État, le pays. Même sans légitimité, comme eux ils le pensent. La légitimité, je te dis ici, ça doit partir d'une opinion dissidente, d'une opinion qui se fait entendre. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. Mais comment ça, Fayoulou, quand il arrive au Congo, tout le monde là, va l'accueillir, le porte, tout le monde va. Tout ça. Vous avez vu le plein qu'il a fait? Ça c'est les pratiques colonialistes. Antipoï. Écoutez, l'article 5 de la Constitution dit que le pouvoir émane du peuple. Le peuple peut prendre son travailleur qui devait être chef, puisque le chef de l'État, il est au service du peuple. Le peuple, c'est le patron. Maintenant, le peuple, lui, te prend antipoï. C'est la pyramide inversée. Mon cher ami, le dialogue dont parlent ces deux individus est inopportun pour la cause du Congo aujourd'hui. Au Congo, on en a eu autant de dialogues. Aujourd'hui, le chef de l'État a dit c'est le temps de l'action. On finit l'année prochaine, on commence. Le travail commence. Travail. Avec le FCC. Pour ne pas te couper l'herbe sur les pieds, le FCC, ce n'est pas un problème pour nous. Les individus du FCC sont dangereux pour la République. J'ai toujours dit ça. Au sein du FCC, il y a des gens qui sont prêts pour servir la République. Mais les individus clés du FCC sont dangereux pour la République. Mais c'est eux que vous avez choisi pour faire la coalition. Non, on n'a pas choisi. C'est les élections qui les ont placés dans les conditions là. Comme si vous ne pouvez pas faire la cohabitation. Non, écoutez, mon cher ami Christian, la cohabitation, pour la cause du Congo, nous causerait beaucoup de torts dans le fonctionnement. Nous sommes un État fragile, nous sommes un État post-guerre. Tu sais que la République a été divisée en 4 avec armes, et dans les Kivu là-bas, il y avait une autre République. La cohabitation nous causerait beaucoup de torts. Il était important. D'ailleurs, ce n'est même pas le choix des politiques, c'est le choix de la Constitution qui dit lorsque on sort des élections et qu'aucun parti n'a la majorité au Parlement, on forme la coalition. C'est la Constitution qui le dit. La Constitution date de 2005, de 2006. Ce n'est pas Tshisekedi qui a promulgué cette Constitution. Très bien, je vous relance pour terminer. Et puis, oui, on termine ce débat. Pour citer,
il n'est plus important pour nous d'aller dialoguer avec les gens qui n'ont rien à voir avec la République. Vous avez Lissanga, vous avez Mosito, vous avez Fayoul. Ils peuvent encore danser. Nous leur donnons encore le temps de danser. Très bien. Alors voilà, maintenant... Est-ce que un petit mot sur le dialogue. Oui. Il faut dire que le dialogue devient nécessaire pour un gouvernement qui est en place s'il en sent l'opportunité ou s'il est menacé. Est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir en place est menacé? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a opportunité? Je ne pense pas. Donc, je ne vois pas qui va favoriser le dialogue. Vous allez vous rendre compte que quand Kabila a convoqué les dialogues, d'abord les concertations nationales en 2012, il a voulu unir tout le monde parce qu'il y avait les M23 qui étaient en train de menacer la nation. Mais en filigrane, il voulait faire passer deux modifications dans la Constitution, notamment le défourage de l'article 220. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et le même Kabila qui a pensé que, au bout du compte, il pouvait revenir pour un troisième mandat, a essayé d'abord avec l'UDPS, dialogue d'Ibiza et consorts, pour essayer de créer politiquement un terrain favorable pour pouvoir faire passer ces réformes. Ça n'a pas non plus, ce n'est pas non plus passé. Donc, ce n'est pas de gaieté des cœurs que Kabila avait convoqué ces dialogues. Donc, c'est pour vous dire que tout pouvoir installé ne peut pas convoquer un dialogue pour le plaisir. Soit qu'il en sent oui, l'opportunité, soit qu'il se sente menacé. Sinon, en 9 minutes qu'il nous reste, parlons maintenant là, parlons Katumbi. Je commence avec vous, maître Kantabilinga. Est-ce que Moïse Katumbi arrête définitivement les chapitres Lamuka? Oui, il a arrêté depuis qu'on a publié les résultats des élections. Il avait arrêté avec Lamuka. Katumbi n'est plus actif dans Lamuka. Maintenant qu'il a créé son propre parti. Il s'en occupe à temps plein. Et vous pensez que c'était une très bonne chose aujourd'hui de créer un parti et de s'inscrire dans la logique d'une opposition? Il a si bien dit et il insiste sur la question, il dit que son opposition n'est pas une opposition agressive, c'est une opposition exigeante. Oui, puisque Katumbi, il est dans ensemble comme plateforme, il a plus de députés au Parlement. C'était réaliste, c'était logique qu'il opte pour une opposition exigeante dans les débats républicains. C'est tout à fait normal. Et pour les réaliser, il a estimé qu'il ne pouvait pas rester sous la plateforme électorale, il fallait créer un parti politique. Mais comment il va-t-il faire sans Kyungu et sans Delis Sanga? Oui, ce sont des partenaires à Katumbi. Ils vont les demeurer, puisque même quand on crée un parti politique, il n'est pas exclu qu'on ait des alliés, qu'on ait des partenaires traditionnels quand les enjeux vont sonner. Très bien. Alors, déjà, qu'est-ce qui change dans l'arène politique avec la nouvelle naissance, si vous voulez, création d'un parti, Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, président, secrétaire général, Pierre Lumbi? D'abord, il faut commencer par dire que la Mouka n'existe que par pudeur. Parce que certains leaders ou très gros poissons qui étaient dans la Mouka refusent de se manifester publiquement que nous avons cessé. Mais en réalité... Ils ont séparé sans se dire au revoir. En réalité, la Mouka n'existe, comme je viens de dire, que par pudeur. Parce que certains leaders refusent de le dire ouvertement. Donc, de s'afficher la Mouka. Et déjà, vous avez même compris que sur RFI, quand on a posé la question à Martin Fayoulou sur ce que Adolphe Mosito va faire de sa présidence, il a dit que non, oui, vérité des urnes, mais faire en sorte que les leaders de la Mouka parlent le même langage. C'est-à-dire qu'il y a divergences de vues dans la Mouka, divergences qui sont fondamentales. Est-ce qu'avec la création du parti, ça confirme le fait qu'il n'a plus la Mouka?
Ou Katumbi Non, n'est plus dans la moi Mouka? je vous dis, je crois que je me répète pour dire que la Mouka n'existe plus Que à part Pideur. Pideur. Très bien. En principe, ça n'existe plus. Et la création du parti de Moïse La- Katumbi? Écoutez, Moïse a compris que il est venu en politique, il a flotté sur cette atmosphère politique, dans cette atmosphère politique congolaise, parce qu'il n'avait pas un appareil à lui. Il dépendait des appareils de partenaires et consorts, et qu'il n'avait pas un parti à lui. Je crois qu'il a compris qu'il fallait avoir un parti politique à partir duquel il pouvait rayonner. Donc sans parti politique, il n'était pas en mesure de collaborer effectivement avec ses partenaires, parce qu'il n'en était que financier, ça il faut le dire. Aujourd'hui, avec son parti politique, ça veut dire qu'il affiche ouvertement ses ambitions. Et puis il faut aussi le dire, parce que je l'ai dit aussi dans mon ouvrage, que le fait de vouloir faire un parti qui ramasse un bon nombre de partis participe de la salubrité du mouvement partisan dans ce pays. Parce que vous avez finalement beaucoup de partis qui ne représentent, 400 et quelques oui, partis. qui ne représentent presque rien. D'autres qui n'ont même pas de siège. Oui, qui n'ont pas de siège. Alors que, en mettant des efforts ensemble, on peut devenir fort. Parce qu'aujourd'hui, comme j'étais en train de le dire, que la réalité électorale chez nous, c'est quoi? C'est l'ethnie, c'est la tribu et consorts. Aujourd'hui, on voit que Moïse Katumbi, qui est beaucoup plus porté par l'Est ou vers l'Est, a besoin de rassembler certaines personnes. Vous voyez qu'il hésite même encore de venir ici à l'Ouest. Il a d'abord ratissé large à l'Est et il se prépare pour venir par ici. Qu'est-ce que Donc, le parti de Moïse va ajouter dans la sphère politique congolaise? Quelle donne va-t-il amener particularité? Va remplacer l'UDPS dans l'opposition? Non, l'UDPS, c'est une histoire. Hein. C'est une histoire qui dure depuis 36 ans, 37 ans. Moïse Katumbi, c'est une réalité qui vient de commencer. C'est-à-dire que, oui, hier, il a eu ses lettres de noblesse parce qu'il a dit non à Kabila, mais ce n'est pas suffisant. Maintenant, il faut qu'il fasse voir qu'en dehors du non qu'il a dit à Kabila autrefois en disant que non au troisième penalty, il est capable de proposer un projet de société à la République. C'est ça qui va asseoir sa notoriété et qui va la renforcer. Ce n'est pas... parce que dans Moïse Katumbi aussi, il faut dire qu'il y a un peu un parti Mazembe, un parti Mazembe et une partie politique. Donc, il faudrait qu'il s'affirme comme leader avec des véritables idées, un projet de société qui vaille la peine et qu'il doit socialiser de telle manière qu'il ait des adhérents. C'est fini pour aujourd'hui. Maître Eddy Kantabilenga, Moïse Katumbi, un homme d'État? Le dire maintenant, c'est un peu tôt, un homme politique. On termine. Merci d'avoir été nombreux. Merci d'abord aux auditeurs, aux téléspectateurs, aux internautes, d'avoir été nombreux à suivre cette tribune de presse. Merci à vous tous. Alors, Maître Eddy, vous allez regarder la caméra, vous allez donner vos coordonnées, mais en même temps, un mot aux Congolais, un mot de la fin pour l'émission d'aujourd'hui, bien évidemment, et votre pensée pour le Congo. Tout Congolais qui veut le bien de ce Congo doit accompagner le chef de l'État dans la vision pour que l'on construise l'État congolais. L'État a été détruit pendant beaucoup de temps. On en a besoin que, sous son leadership, qu'on reconstruise cet État. Tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est appeler les citoyens à soutenir et à communiquer plus sur les actions du chef de l'État, de sorte que le Congo en sorte gagnant. Vos coordonnées? Mes coordonnées, c'est Christian Bossembe. Oh, C'est ça, mes coordonnées. Je passe par Christian Bossembe. D'accord. Merci beaucoup, Maître Eddy. Et je vais le faire. Alors, déjà la même chose, un mot par rapport au Congo. Ok, Et puis bon. vos coordonnées, parce qu'il y a... je commence par un livre. je commence par mes coordonnées. Oui. Mon téléphone, ça fait 0, 4 x 9, donc 9, 9, 9, 9, 27, 244. Mon adresse email, Moïse Moussangana, en un mot,
@yahoo.fr. En ce qui concerne le Congolais, je voudrais seulement dire ceci aux Congolais. Sortons de l'ignorance. L'ignorance nous tue. Comme on dit vulgairement en lingala, Kozanga Koyeba ezali liwa. Yamubimba. Donc voilà. Donc les Congolais, voilà, je nous invite à ça, à sortir de l'ignorance. Beaucoup de choses qui nous arrivent, c'est par notre ignorance. Merci d'avoir été nombreux. Nous allons fêter 1 an, Congo Buzz, 1 an déjà, le 23 décembre, je veux dire le 23 décembre, donc la semaine prochaine. Ça va être un grand plaisir, mesdames et messieurs. Faites-nous juste une courte vidéo, dites-nous ce que vous pensez qu'on va faire l'année prochaine, vos suggestions, vos revendications, qu'elles soient méchantes ou gentilles, on va le prendre, ça va nous faire un grand plaisir. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Merci Maître Di. Merci. Merci.